Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. Tu as regardé le film de Will Smith là où il est le père des Williams là? Oui, j'ai suivi ça avant. C'est intéressant. Ouais. Dis-moi déjà. Moi, je ne suis pas le genre. Ouais, c'est parce que tu Non, vas me dire deux mots que je vais pas les suivre. Non, c'est un biopic. En fait, on comprend. Non, il faut suivre. D'accord. Faut suivre vraiment parce que on comprend. Tu sais, là on découvre déjà la personne qui est à l'origine de la réussite des sœurs Williams. En fait, leur c'est père. ça. C'est leur père. Et lui, il avait un rêve, c'est-à-dire de fabriquer des champions, pas seulement des champions sportifs, mais des champions dans la vie. Et donc, parmi ses enfants, il avait décidé qu'il aurait des champions qui devaient jouer au tennis. Et là, il avait une vision parce qu'à l'époque, les sœurs Williams sont les premières femmes noires à arriver dans les circuits professionnels, même si ce n'étaient pas les premiers noirs à arriver dans le tennis. Ouais, aux États-Unis, on avait... a... ça, c'est en France, mais aux États-Unis, on avait Arthur Ashe. Arthur Ashe, c'est le premier afro-américain à entrer dans le circuit professionnel. Mais ça, c'est des athlètes masculins. Mm-hmm. Mais dans le circuit professionnel féminin, il n'y avait jamais eu de femmes qui étaient arrivées dans le circuit. Et donc, lui, il va décider que deux de ses filles, en l'occurrence Vénus et Serena, vont entrer dans l'histoire. Non, d'abord, vont être des athlètes de tennis, mais pas seulement de simples athlètes. Elles allaient être les meilleures. Et donc, avec sa femme, et c'est ça aussi, c'est important, d'avoir une femme qui est dans la même vision que toi. Ouais. C'est-à-dire que sa femme et lui vont façonner leur fille. Tu veux que ta femme réussisse, ton enfant réussisse à l'école. Non, parce que vraiment dedans aussi, faut que tu trouves un homme qui va t'occuper de toi. Exactement, c'est-à-dire que la femme a deux boulots. Elle est infirmière, elle fait aussi d'autres boulots à côté, et lui aussi il est gardien de nuit. Pourquoi il travaille la nuit? C'est justement pour avoir la journée pour pouvoir entraîner ses filles. Et comme sa femme aussi le soutient, parce que les deux sont des anciens athlètes, donc le père et la mère connaissent les efforts, les sacrifices qu'il faut pour façonner des athlètes. Et c'est donc cet effort-là qu'ils vont faire. Et puis derrière, il faut aussi comprendre que l'homme est un homme de principe. C'est-à-dire que dans cette période des années 80, on a eu des jeunes athlètes très prometteuses qui s'étaient vite brûlées les ailes. Donc les Monica Seles, les Adriana Sabatini, qui étaient entrées dans le circuit, elles avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et puis elles ont gagné très vite de l'argent et elles se sont brûlées les ailes parce qu'elles avaient dû faire face à la pression médiatique, face à la drogue, etc. etc. Et donc c'était des champions qui avaient vite disparu du circuit. Et lui, le papa des sœurs Williams, il était conscient de ça. Donc il voulait une chose, les préparer des champions, mais aussi à condition qu'elles fassent des études. Donc, les deux devaient aller de pair. Parce que pour lui, il ne voulait pas d'échec scolaire ni d'échec sportif. Donc, la première option, c'était certes le sport, mais à condition de réussir aussi à l'école. En gros, c'est ça, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, derrière, c'est un homme qui suscite déjà l'étonnement, la curiosité de ses voisins afro-américains. On est dans les années 70. Un afro-américain qui décide que ses filles vont jouer au tennis, qui est un sport 100% blanc. Voilà, ça suscite. Et puis les gens Et puis, il y a aussi des voisins qui ne comprennent pas, si tu veux, la rigueur qu'il impose à tous ses enfants. Ses filles n'avaient pas le droit de sortir. Ses filles n'avaient pas le droit. Parce qu'il avait peur qu'elles fassent de mauvaises rencontres, qu'elles tombent sur des mauvaises personnes, qu'elles consomment de la drogue et autre chose. Donc, c'est quelqu'un dans le quartier qui suscite soit de l'admiration, soit aussi de la jalousie, soit de la haine même. Ou de la curiosité. Voilà, parce qu'on estime qu'il martyrise ses enfants. Mais lui, il explique qu'il les martyrise parce qu'il sait il connaît la brutalité du monde dans lequel elles sont. Et donc, il veut leur donner les armes et il veut leur éviter les erreurs ou les déconvenues qui lui sont arrivées à lui. Et c'est ce parcours-là qu'on met en avant. Et puis, c'est intéressant. D'accord, Jean-Paul. L'actualité internationale est marquée par quoi? On va revenir sur la crise ukrainienne. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains menacent la Russie, carrément. Genre, on vous promet un désastre. Bon, déjà, ils ont employé le mot désastre. Oui, mais parce qu'ils soupçonnent, évidemment. Il faut savoir que tout part de 2014, en fait. En 2014, avec l'annexion de la Crimée, dès que la Russie... Il faut savoir qu'en mars 2014, la Crimée avait fait sécession avec le reste de l'Ukraine.
soutenu en cela par la Russie. Et dans la même foulée, parce qu'on est au 11 mars, et puis je crois le 26 mars, on organise un référendum, et plus de 99% des populations de la Crimée sont en faveur de l'indépendance et en faveur de l'annexion par la Russie. C'est comme ça que ça s'est fait. Et ça a créé comme un effet boule de neige, c'est-à-dire que juste à côté, on a là une région qu'on appelle le Donbass, et ce Donbass aussi est devenu le centre des convoitises entre, d'une part, le gouvernement central d'Ukraine et les populations locales qui sont majoritairement russophones. Ces populations aussi, selon les dires du gouvernement russe, ont souhaité évidemment être elles aussi faire sécession du gouvernement de l'Ukraine et d'aller vers la Russie. Sauf que les gouvernements successifs ne l'entendent pas de cette oreille, et c'est la raison pour laquelle il y a un conflit armé entre des groupes séparatistes ukrainiens qui sont soutenus, ça on le sait, par la Russie militairement, financièrement et autres, et le reste de l'Ukraine, donc le gouvernement et les forces loyalistes au gouvernement de Kiev. Et donc depuis là, il y a évidemment cette crainte-là qui n'a cessé d'être brandie par le gouvernement ukrainien, surtout lorsque arrive à la tête de l'Ukraine un président qui est pro-européen, en l'occurrence Volodymyr Zelensky, qui est arrivé en 2017. Donc ce président-là ne cesse de dire à la communauté internationale que la Russie n'a pour autre ambition que d'annexer la totalité de l'Ukraine et la ramener un peu dans le giron russe, comme à l'époque de l'ère soviétique. Sauf qu'entre-temps, évidemment, les Occidentaux ont signé des accords avec l'Ukraine. Il y a évidemment des pourparlers, ça on le sait, l'Ukraine n'a jamais caché son ambition d'adhérer à des organisations telles que l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui pourrait lui garantir une forme de protection militaire en cas de menace de la part de la Russie. Et c'est là où justement Vladimir Poutine sur l'écran, lui il explique que pour des raisons de sécurité nationale, il ne peut pas accepter que des pays qui soient frontaliers à la Russie puissent accéder à l'OTAN. Parce que une fois que l'Ukraine va accéder à l'OTAN, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Il va y avoir la création de bases de l'OTAN. Or, on sait que plus de la moitié de l'OTAN est, si tu veux, la principale force militaire de l'OTAN, c'est la force américaine. Donc, la plupart des bases de l'OTAN sont administrées par le Pentagone, par les États-Unis. Et donc, les Russes ne sont pas dupes. Ils se disent que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est valable aussi pour d'autres voisins comme la Lituanie, comme la Lettonie, qui sont des anciennes républiques soviétiques, qui ont des frontières avec la Russie et qui souhaitent, elles aussi, intégrer l'OTAN. La Russie, lui, brandit un précédent. 1962, avec la crise des missiles de Cuba. Il ne faut pas l'oublier. Lorsque les Russes avaient clandestinement installé des rampes de missiles à Cuba qui n'est qu'à 150 km à vol d'oiseau de la Floride, le président John Fitzgerald Kennedy avait dit que c'était inacceptable. Et donc, immédiatement, il avait décrété un embargo et on avait frôlé même là le conflit entre les États-Unis et la Russie. Et donc, c'est exactement là, on est dans le cas inverse où c'est la Russie qui estime que le fait que l'Ukraine, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, potentiellement il va y avoir des bases donc militaires de l'OTAN et potentiellement il va y avoir des armes, donc en l'occurrence des armes nucléaires qui seront pointées à quelques kilomètres de la frontière russe. Et donc pour Vladimir Poutine, ça c'est une éventualité inacceptable. Et donc c'est la raison pour laquelle tu vois cette tension qui monte. Et donc pour les Ukrainiens, Vladimir Poutine essaie de déstabiliser la région, notamment au niveau de sa frontière avec l'Ukraine, notamment dans la région du Donbass, en justement soutenant les minorités ou les groupes séparatistes russophones qui vivent en Ukraine et qui veulent également l'annexion de cette région-là par la Russie. Et donc, depuis l'arrivée de Joe Biden, lui, il est resté un peu dans le même positionnement que son prédécesseur Donald Trump sur la question de l'Ukraine, à savoir que, évidemment, il n'y a pas de négociation possible en cas d'invasion de l'Ukraine, surtout en cas d'attaque. Bon, on ne parle plus d'invasion, mais on parle d'attaque de l'Ukraine. Et évidemment, les Américains vont se porter du côté de l'Ukraine parce qu'ils estiment qu'en tant qu'alliés, ils doivent défendre l'Ukraine. C'est la position que le gouvernement ukrainien a toujours voulu obtenir et jusqu'à présent, elle a eu de la part des Américains. Mais pour les Russes, évidemment, eux aussi restent sur leur positionnement qu'il est inacceptable qu'il y ait une base américaine
qui s'installe en Ukraine, même si l'Ukraine est un État souverain, mais l'Ukraine est un État voisin de la Russie, et au nom de la sécurité nationale russe, il est inacceptable qu'il y ait une base américaine là à côté. C'est ça un peu le décor dans lequel on se trouve, et c'est ce qui fait qu'on ait cette escalade-là verbale, mais cette escalade-là ne veut pas dire que dans les faits, le risque de basculer dans un conflit entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine soit imminent. C'est un risque potentiel, mais ce n'est pas un risque imminent. Pourquoi ? Parce que déjà les États-Unis ne veulent pas aller en guerre frontalement face à la Russie, ils ne veulent pas y aller seuls. C'est la raison pour laquelle ils veulent coaliser l'ensemble de leurs alliés européens pour que ceux-ci, si tu veux, l'accompagnent dans ce conflit, déjà ce conflit diplomatique, sauf que les Européens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde concernant la position adoptée vis-à-vis de la Russie. Pourquoi ? Parce que là, entrent en jeu des intérêts économiques et géostratégiques. On voit par exemple l'Allemagne, dont le premier fournisseur en gaz est la Russie, veut que, évidemment, s'il y a des sanctions, ces sanctions-là soient purement politiques et qu'il n'y ait pas, évidemment, le volet économique qui soit pris en compte. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne et la Russie viennent de terminer un deuxième oléoduc de transport de gaz qu'on appelle le Nord Stream 2. Cet oléoduc est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à être certifié par aussi bien les autorités allemandes que russes. Or, depuis l'arrivée d'Olaf Scholz, celui-ci veut évidemment ne pas être exactement sur les mêmes pas. Olaf Scholz, c'est le gars qui a remplacé Angela Merkel, oui. Lui, Angela Merkel a toujours voulu dissocier les deux, c'est-à-dire l'aspect politique de la crise ukrainienne, donc la crise entre l'Europe et la Russie, et l'aspect économique, parce que l'Allemagne est aussi un partenaire économique de la Russie. Sauf que Olaf Scholz, lui, n'est pas exactement dans la même position qu'Angela Merkel. Lui, il veut, si c'est possible, de sanctionner économiquement la Russie pour les agissements présumés de déstabilisation de l'Ukraine. Et bien pour lui, si la sanction économique peut être utilisée pour faire reculer la Russie, et bien ça va être fait. C'est la raison pour laquelle il a décidé de retarder le lancement officiel justement de ce gazoduc-là, Nord Stream 2. Mais évidemment, s'il décide de reporter, il n'a pas décidé d'abandonner le projet puisque le projet est terminé, mais s'il décide de reporter, il va reporter combien de fois et jusqu'à quand ? Parce que l'Allemagne est dépendante du gaz russe. Et d'autres pays européens également, tels que la France, ont également des intérêts économiques avec la Russie. Donc tout ça fait que les Européens qui ont des intérêts avec la Russie, les Européens qui sont frontaliers avec la Russie, et donc en cas de conflit avec la Russie, s'il y a un conflit entre les États-Unis, une guerre, et bien les populations frontalières, les populations européennes vont subir les effets d'un tel conflit. Et c'est la raison pour laquelle les Européens sont certes pour des sanctions, surtout des sanctions économiques, mais pas des sanctions qui puissent entraîner une escalade de la violence, une escalade militaire. Et donc, les Européens ont donc essayent avec l'entremise des Américains, d'aider au mieux les Ukrainiens, c'est-à-dire que les pays frontaliers ont annoncé qu'ils ont eu l'autorisation d'abord des États-Unis d'acheminer une certaine quantité d'armes à destination de l'Ukraine, essentiellement des armes américaines, pour pouvoir faire face à une potentielle incursion russe. Et puis deuxièmement, le gouvernement Joe Biden avait annoncé en début de semaine une dotation exceptionnelle de 200 millions de dollars pour justement aider l'Ukraine à se préparer à une potentielle invasion russe. Même si de l'autre côté, il y a un balai diplomatique qui est intense. D'abord, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé à Berlin hier pour discuter avec ses alliés européens sur une position commune vis-à-vis de la Russie. Aujourd'hui, à Genève, il va rencontrer son homologue russe, Sergei Lavrov, pour justement donner la position officielle des Occidentaux sur cette question de la crise ukrainienne. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a certes des mouvements de troupes très importants, 150 000 troupes selon certains experts européens massés, 150 000 troupes russes massées du côté russe à la frontière avec l'Ukraine. Et de l'autre côté, on a également une préparation de la part, selon l'annonce du ministère ukrainien de la Défense, ils préparent leurs troupes à éventuellement un conflit armé, et cela aidé avec les nouveaux équipements fournis par les Américains et l'aide financière de 200 millions de dollars.
Est-ce que ça va être suffisant? Je ne pense pas, parce que l'Ukraine n'a absolument pas la force militaire de pouvoir faire face à la Russie toute seule. Mais avec évidemment les annonces faites, notamment hier au cours d'une conférence de presse par le président Joe Biden, même s'il avait dit qu'il avait d'abord nuancé ses propos en disant que effectivement la réponse américaine serait proportionnelle au degré d'invasion, le degré d'incursion des Russes sur le territoire ukrainien, mais il s'est vite ravisé parce qu'Anthony Blinken a bien aplani les doutes, notamment des autorités ukrainiennes qui craignaient que cette espèce ces nuances, la nuance des propos de Joe Biden allait jeter le flou sur le positionnement américain, mais Anthony Blinken, en diplomate avisé, a ramené de la sérénité en confirmant aux Ukrainiens qu'il n'y a pas de petites ou de grandes incursions. La moindre traversée du moindre soldat russe sur le territoire ukrainien, les Américains réagiront. Mais on sait que les Américains aussi ont parfois fait des menaces en l'air. On se rappelle, en 2014, en Syrie, avec l'utilisation du gaz sarin par, évidemment, les autorités syriennes. Barack Obama, pas en 2014, en 2012, Barack Obama avait dit que, évidemment, c'était la ligne rouge, donc les Américains allaient rentrer en conflit face aux troupes syriennes. Il n'en a rien été, puisqu'on savait aussi, les Américains avaient également fait savoir qu'ils allaient s'en prendre aux Russes, parce que les Russes étaient ceux qui auraient fourni du gaz sarin aux Syriens. Or, il n'en a rien été, ni sanctions, ni... Et donc, il faut aussi raison garder là-dedans. Les Américains ne sont pas fous. Ils sortent d'un conflit catastrophique en Afghanistan et donc je ne les vois pas rentrer de plein pied dans un conflit, surtout face à la Russie. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.